Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 2 de Plus belle la vente. Aujourd'hui, on accueille Léo. Léo, bienvenue. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Merci Simon. Je te laisse te présenter. Ouais. Très concrètement, en effet, je m'appelle Léo, j'ai 27 ans, je suis né en région parisienne, j'ai cofondé Certifia. Auparavant, on a cofondé une première entreprise qui s'appelle Certiféo. Et accessoirement, je suis un gros fan de voyage et de sport de combat. Ok. Un sport de combat en particulier? Combat mixte, préférence pour le sol. Ok. Donc de la lutte. Ok. T'as quelqu'un à nous sortir? Un fan? Un très bon lutteur. Non, par contre, un très bon striker pour les amateurs. Ramon Becker, je vous invite à aller regarder, aller checker ce qu'il fait. Très gros combattant. Allez. Un peu pointu, voilà. Et une destination? Destination à tous, je dirais sans hésiter Koh Phangan en Thaïlande. Allez. Tu prends les billets? Prends les billets. Allez, c'est parti. On y va. D'abord, tu vas nous présenter Certifia. Écoute, avec plaisir, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant quasiment 100 fois par jour. Certifia, ce qu'on fait, on a une mission, c'est de démocratiser l'usage de l'IA en entreprise. Okay. Pour le faire, on est 3 cofondateurs. Très concrètement, on intervient pour former les entreprises en présentiel. On travaille par vertical métier. Okay. On est une startup labellisée la French Tech. On est surtout certifié Calliope. Et aujourd'hui, on travaille avec un écosystème de plus de 30 formateurs qu'on déploie en métropole et en région. Ok, donc par exemple, nous, si on veut lancer avec toi une formation commerciale IA, c'est possible? On peut y travailler en effet à la co-création d'un programme ensemble. Ok, ça fait combien de temps que vous avez Certifia? Certifia a vu le jour en 2024, précisément le 27 février 2024. Donc ça fait moins d'1 an d'existence actuellement, on est sur une super croissance. Et auparavant, on a créé Certiféo, donc qui est né en 2021, qui existe encore. Ok, et quel a été l'élément déclencheur, j'imagine, après tes études? Le gros élément déclencheur, en fait, il y a une super continuité, je trouve, dans la création de Certifia. Il se trouve que j'étais étudiant à l'EDEC quand j'ai créé ma première entreprise, en dernière année d'EDEC, en 4e année. Sur cette entreprise, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Hugo, qui est l'un des cofondateurs de Certifia, qui était accessoirement le Head of Sales de cette première entreprise. Et c'est aussi au cours de cette première entreprise que j'ai rencontré Gary, qui est le 3e cofondateur de Certifia. Et on a été amenés à travailler ensemble les années se faisant, un petit peu plus tard. Gary et Hugo, on a des profils assez similaires. J'ai travaillé par exemple en VC après mes études, Gary était en M&A. Hugo aussi a travaillé tout de suite dans un cadre très pro. Et on s'est retrouvés pour créer Certiféo. Et aujourd'hui, on travaille sur Certifia. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de lancer d'abord Certiféo et pas de continuer dans le VC, la carrière un peu toute tracée? Gros coup de cœur sur le sujet EdTech et Future of Work. C'est un sujet que j'ai découvert en VC. Je travaillais pour un VC qui s'appelle EduCapital. C'est là-bas où j'ai vraiment mis les mains dans ce sujet. Et concrètement, on a eu avec Certiféo une petite appétence de ce qu'est la formation professionnelle. Et en fait, on a compris en accompagnant plus de 600 personnes vers des nouveaux métiers, on a compris que recréer des carrières ou réinventer des métiers ou reconsidérer la notion de compétence au travail, c'était vraiment ce qui nous intéressait. Et on a réalisé qu'on pouvait avoir beaucoup plus d'impact en travaillant avec des entreprises et en travaillant sur un sujet qui est beaucoup plus, qui est un vrai changement de paradigme, qui est l'intelligence artificielle. C'est comme ça que le cheminement a été de dire ok, on a accompagné des personnes sur de la reconversion pro. Aujourd'hui, on veut accompagner des entreprises sur les nouvelles façons de travailler avec de l'intelligence artificielle. Ok, et quelle a été la première formation, le premier accompagnement que vous avez fait en IA? C'est notre incubateur qui nous a ouvert ses portes et qui a vu qu'on travaillait sur ce sujet depuis un moment et qui a compris que ça pouvait être bénéfique pour tous les entrepreneurs de l'incubateur, qui a mêlé un autre incubateur de la région du 92 qui s'appelle Le Catalyseur. Donc on a eu notre première session directement à une 50aine de personnes, en réalité qui étaient tous quasiment des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs. Et donc c'était notre première vraie session, le 27 février, c'est pour ça que c'est la date que je t'ai donnée pour la création de Certifia. C'était le 27 février 2024. Ok, et alors comment ça s'est passé? Thématique assez transversale qui était booster la création d'entreprises avec de l'intelligence artificielle. Et concrètement, c'était un atelier, je dirais, c'était une demi-journée. Concrètement, c'était 3h30 au cours de laquelle
on refait tout le parcours de création d'entreprise pour un entrepreneur. Que ce soit de la création de tous les sujets admin, comment on peut être aidé sur les sujets admin, les sujets globalement qui sont davantage digitaux comme comment on va faire booster, comment on va booster son site, comment on va booster sa page LinkedIn. Et l'idée, c'était de le comprendre avec de la rédaction d'articles, optimiser avec de l'IA, créer avec de l'IA. Et l'idée, c'était bien sûr de mettre à tous ces entrepreneurs le pied à l'étrier pour comprendre l'impact que l'IA peut avoir sur leur quotidien et leur création d'entreprise. Ok. Et du coup, j'imagine que à la fois formation, certification et IA, tu es sur un métier, la formation qui est très concurrentielle, l'IA qui est assez novatrice. J'imagine que c'est assez compliqué à vendre. Comment ça se passe chez vous? Ouais. Alors, en effet, sujet de formation ultra concurrentiel. Ouais. On l'a beaucoup vécu avec Certiféo. Sur Certifia, c'est un autre sujet. On est arrivé en étant quand même assez innovant, avec une approche hyper impactante et hyper innovante. Donc concrètement, sur le sujet de la concurrence, on s'est vite fait remarquer et la conséquence de ça a été qu'on a eu beaucoup d'inbound pendant un certain temps, encore aujourd'hui, et Certifia s'est beaucoup développé par en effet son rayonnement et au début l'intérêt que les entreprises ont pu avoir sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc comment répondre au sujet de concurrence? Concrètement, on a compris que la valeur de nos formations se faisait par la qualité de nos intervenants et de nos experts, surtout de notre méthodologie. C'est pour ça que je suis hyper fier, et c'est ce que je disais en introduction, je suis hyper fier aujourd'hui de travailler avec plus de 30 experts en IA qui ont une très grosse casquette de formateurs. Et c'est eux en réalité qui font la richesse de l'entreprise et le savoir qu'on transmet ne se fait que par eux. Ok. Et toi, perso, c'est quoi ton rapport à ça, à la vente, au fait de mettre à disposition ces savoirs en fait qui sont de très bonne qualité, mais finalement si tu les vends pas, personne ne le saura quoi. Ouais. Alors sur le sujet de la vente, je pense que tu t'adresses en effet à un bon client. Pourquoi? Parce que si je te disais que j'ai créé ma première entreprise en dernière année d'EDEC, c'est tout simplement que je suis passionné de vente. Que c'est quelque chose qui me stimule et surtout qui est vraiment dans l'ADN de Certiféo et de Certifia aujourd'hui. C'est un sujet qui anime Hugo et Gary, qui sont mes cofondateurs, quotidiennement. Et comment on le vit, surtout comment on le gère plutôt, c'est tout simplement, je dirais que l'ensemble de l'activité et de la stratégie de l'entreprise est dessiné avec des objectifs déjà qui sont clairs, mais qui sont réels et qui ne sont absolument pas intangibles. Tout ce qu'on travaille par quarter, en effet, le nombre de ventes et les indicateurs de vente, qui ne sont pas uniquement les ventes uniques, on va beaucoup travailler nos sujets d'upsell typiquement, ce sont les indicateurs qu'on suit à peu près déjà tous les trimestres, mais surtout toutes les semaines, et on est très focus en effet sur les ventes que réalise Certifia. Ok. Et toi, titre perso, c'est quoi ton premier lien avec la vente? Fantastique question, je dirais. Mon premier lien avec la vente, je pense sincèrement, c'est de comprendre qu'on est capable de concevoir un produit, de le vendre et d'en tirer directement les bénéfices. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les dents longues et qui a envie d'avancer et qui a envie en effet de construire une carrière ou de construire son business typiquement, en général, il va avoir, je pense, une forte appétence pour cette notion de vente. On peut pas être, je ne comprends pas en tout cas comment on peut être inconnu des sujets de vente si on a un minimum d'ambition, que ce soit sur de la création d'entreprise ou si on se dit ok, moi j'ai les dents longues, je veux réussir. Ok, concrètement, comment tu vends? Et à partir de ce moment-là, naissent les sujets de stratégie de vente, technique de vente, métriques de ces ventes et ainsi de suite. C'est pertinent parce que même demain tu veux faire une belle carrière d'ingénieur, il va falloir te vendre à un moment donné en tant que tel. Et si tu sais pas te vendre, ça va être compliqué de monter les échelons quoi. En études directement, moi je me souviens quand en prépa déjà, on apprenait à se vendre en entretien de perso pour intégrer les écoles. Et c'est vrai, tu as 100 fois raison, que moi c'est en prépa que j'ai découvert ce que c'est que la vente de soi-même. L'entretien de perso pour intégrer des écoles, en réalité, c'est un exercice hyper académique de vente pure de soi-même. Et donc, je suis assez d'accord avec ça. Tu dois montrer en toi ce qu'ils attendent de toi. Globalement, c'est assez simple. Exactement. Il faut le comprendre, quoi. Et plus tard, ça deviendra comment on explique à un client ce que vaut notre produit, notre entreprise, pour comprendre qu'on match avec le client. Mais c'est la même logique. Et en effet, tu as 100 fois raison. Merci pour la question. C'est que j'adorais le sujet d'entretien de perso. Je me suis craqué aux entretiens de perso. J'adorais ça. Et en effet, c'est très proche du sujet de vente, je trouve.
Et c'est quoi ta première vente? Alors c'est ça? C'est te vendre en prépa ou tu as eu d'autres ventes avant ou d'autres ventes après? Non, je pense que j'en ai eu d'autres avant, après. Une qui, je pense, est assez symbolique. Celle, sincèrement, que j'ai le plus en tête, c'est les premières ventes qu'on a fait avec Hugo sur ma toute première entreprise d'étudiant. En fait, c'était ma première expérience de ce qu'est de créer son entreprise, avoir les responsabilités des coûts d'une entreprise. Et en fait, les ventes, au-delà d'une stimulation, c'est nécessaire pour la vie de l'entreprise. Et je me rappelle très bien, même du prénom de la personne à qui on a fait une première vente avec Hugo, avec qui je travaille aujourd'hui. Le prénom de cette personne s'appelait Franck. Je me rappelle comme si c'était hier. Mais c'était Certiféo ou Absolument non, pas, rien à c'était une voir? première entreprise C'était quoi du coup cette qui s'appelait La Grande École. Ok. Et elle vendait quoi? Qui était grossièrement un comparateur d'offres de formation. Donc on travaillait avec différents organismes de formation. J'avais en effet je dirais ce premier regard sur ce qu'est la formation pro et sans avoir pleinement les mains dedans. Et disons que l'objectif de la grande école, c'était de permettre à des personnes qui avaient besoin de se former, de comprendre où étaient situées les meilleures offres de formation, les organismes de formation les plus pertinents, avec les meilleures formations et celles qui délivraient vraiment de meilleures certifications. Ok. Alors ça c'est la plus symbolique, est-ce que c'est ta vente préférée, la plus belle des ventes que tu aies faites? Je dirais, alors c'est la plus symbolique, celle à laquelle je suis je dirais le plus attaché émotionnellement. Maintenant, la plus belle, parce que souvent la plus belle, je pense que ça va être la plus structurée et surtout le plus bel aboutissement en termes de vente. Je pense que la plus belle vente, ça va être un des plus beaux logos qu'on a pu, ou la plus belle entreprise qu'on a pu former cette année avec Certifia. J'en ai plusieurs et je dirais que de former par exemple le groupe La Poste, on a formé DocaPost. Okay. En effet, c'était pas une affaire facile. Équipe technique assez proche des sujets de vente. Donc concrètement, je pense que c'est la vente de laquelle on est hyper fier. Il a fallu être hyper structuré, hyper pertinent. Et c'est surtout une entreprise qu'on avait vraiment envie d'accompagner. Donc je pense que c'est celle dont je suis le plus fier. Un beau logo en effet. Voilà. Et à l'inverse, question moins sympa, là tu vas pas me remercier, le pire fail? Le pire fail, je dirais que c'est les beaux logos qu'on n'a pas réussi à accompagner parce que très concrètement, on n'a pas été bon. Et on n'a pas été bon tant sur ce qu'on amenait à l'entreprise, la façon de l'amener et en effet, la structure de la vente je pense, n'a pas été assez pertinente. Et donc en effet, il y a des logos à côté desquels on est passé complètement. Pourquoi c'est aussi important pour toi le beau logo? Parce que tout à l'heure, on parlait de concurrence typiquement. On a eu la chance d'avoir une bonne traction et beaucoup d'inbound, comme je t'expliquais, sur Certifia. Rapidement est venu sur la table le sujet de la légitimité qu'on avait en tant qu'organisme de formation spécialisé dans l'IA. Et concrètement, même si nous, on a notre conviction et on sait qu'on travaille avec des pros, il faut pouvoir le montrer, il faut pouvoir le justifier. Et souvent, cette justification marche bien quand on explique qu'on a travaillé avec telle entreprise, avec tel partenaire. Et d'ailleurs, il y a une sémantique qui revient souvent, tu vois, de dire ils nous ont fait confiance. Beaucoup d'entreprises, on va parler de vente encore une fois, ça marche énormément comme ça. Beaucoup d'entreprises vont défendre qui leur a fait confiance. Parce qu'en effet, psychologiquement, ça renforce l'identité de la marque en elle-même et indirectement la vente. Ouais, tu as l'effet d'assurance ou de réassurance de la preuve sociale, quoi. Finalement, c'est... Exactement. Ok. Et toi, c'est quoi, du coup, ta petite technique secrète pour les signaler à n'importe quel client ou n'importe quel beau logo? C'est déjà d'être transparent sur l'envie qu'on a d'accompagner une entreprise. Si j'ai vraiment envie d'accompagner la boîte, je suis assez transparent sur mon envie et je trouve très spontané. Et c'est cette spontanéité qui souvent marche parce qu'elle est bien comprise, elle est bien perçue. Et le deuxième point, c'est la personnalisation qu'on va avoir. Si on est vraiment spontané et si on a vraiment envie de signer un client, alors en réalité, on le connaît ce client. On le connaît assez bien et assez en détail pour pouvoir mentionner ces détails à la personne à qui on s'adresse. Concrètement, réagir à une mention, réagir à ce qui a pu être cité, à une actualité ou quoi que ce soit. C'est deux techniques qui, pour moi, sont le b.a.-ba, mais si on a vraiment envie de signer un client, il faut connaître ce client, comprendre ce client et lui expliquer qu'on a envie de l'accompagner. Voilà. En tout cas, la spontanéité, je sais que c'est quelque chose qui marche bien pour moi. Et si tu avais 3 qualités
à me donner pour un commercial? Sans donner de qualité bullshit type entretien de perso, vraiment hyper concrètement, je Ce dirais. que tu regardes chez un commercial quand tu l'as en entretien, quoi. Ouais. Premier point, c'est à quel point il est structuré, à quel point il comprend qu'une vente, ce n'est pas rédiger un mail, une vente, ce n'est pas décrocher un téléphone. Une vente, ça nécessite une big picture, de voir de loin ce qui se passe, un peu de hauteur sur comment je vais aboutir au closing, maîtriser l'ensemble de cette chaîne de valeur avant même de concevoir le moindre pipe. Donc en effet, je dirais l'organisation du sales, à quel point il est organisé. Sa capacité de réaction et sa capacité d'interagir. Donc ces interactions, je dirais son appétence sociale. Je ne sais pas si je le traduis bien avec le bon... mais sa capacité d'interagir, de comprendre l'autre personne. Mais surtout, l'écoute. Écoutez, je pense qu'un bon sales, après ce n'est que mon avis, je pense qu'un bon sales doit avoir une bonne écoute et doit d'ailleurs passer davantage par de l'écoute que par de l'explication avant de vendre quoi que ce soit. Ok. Et la question inverse, comme toujours, c'est quoi le red flag numéro 1 pour toi chez un commercial? Le red flag numéro 1, c'est le sales qui ne se remet pas en question, qui ne va pas chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette vente et qui va dire « Ok, je passe à autre chose, je passe à un autre ». Tout simplement, encore une fois, c'est le sales qui est dans cette logique de nombre sans essayer de faire de la personnalisation. C'est plus qu'une technique, c'est une vérité. Et je pense que le sales qui ne se remet pas en question et, sur sa méthode, sur son organisation, sur sa capacité à échanger ou à écouter le client, je pense que c'est le premier point, le plus gros red flag. C'est intéressant ce que tu me dis, parce que très souvent, quand tu fais un appel, alors que ce soit en call ou que tu fais un appel qui se passe pas très bien avec un client, premier truc que tu fais quand tu sors, tu dis quel con. Alors que ça se trouve, bon, le mec il est normal, peut-être que c'est un con dans le fond, mais c'est peut-être juste toi qui t'es raté, par manque de prépa, par manque de plein de choses. Et c'est pas grave. On en parlait juste avant avec Marie Taquet d'Iconoclast, qu'on embrasse d'ailleurs, qu'on a eu la semaine dernière dans l'épisode. Bah, ça nous arrive. Elle a monté une école de vente, je suis formateur commercial, on gère plusieurs dizaines de commerciaux qu'on forme, qu'on onboard, et ça nous arrive nous-mêmes de nous foirer commercialement. Bah, c'est pas grave. Juste, tu comprends pourquoi, tu corriges et tu passes à autre chose. Alors que si tu te remets pas en question, bah, tu restes sur tes erreurs et tu les répètes. Et il n'y a rien de pire que de répéter une erreur, quoi. Donc là, totalement aligné. Et je mentionnais la remise en question parce que derrière, souvent, ce qui vient, c'est que je dirais que le sales qui ne se remet pas en question sur une vente, souvent, il est fermé à l'introspection quand on va échanger par la suite. Concrètement, le sales qui rate sa vente, il va vouloir passer à autre chose, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va lui poser la question. Concrètement, ok, pourquoi ça n'a pas marché? En général, si lui-même ne s'est pas remis en question, derrière, si on va chercher à amener une correction ou une question ou peut-être un conseil, pour moi, un sales doit être super ouvert, zéro ego. Ah, d'ailleurs, zéro ego, obligatoire, zéro ego, que ce soit avec le client, avec soi-même, avec ses collabs. Pour moi, il ne faut vraiment pas avoir d'ego, avoir les dents longues, avoir beaucoup d'envie, il ne faut pas avoir d'ego. Le seul petit ego, je dirais, c'est avec toi. Mais avec ton toi d'hier. C'est-à-dire que tu dois vouloir faire mieux aujourd'hui qu'hier. Mais tu as raison, pas avec les autres et pas avec tes clients parce que tu as déjà perdu en fait d'avance. Ouais, complètement, je suis assez d'accord. Okay. Gros ego avec ça. Ça t'arrive de bluffer avec tes clients? Je dirais que je refuse maintenant de bluffer. Auparavant, oui, ça m'arrivait beaucoup trop de bluffer. Aujourd'hui, avec Certifia, on n'est plus du tout dans cette démarche. On est tellement lucide sur la valeur qu'on apporte, sur la compréhension qu'on a des clients que je refuse de bluffer. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de bluffer sur les entreprises qu'on a accompagnées. On parlait de preuve sociale. Aujourd'hui, on ne cherche pas à bluffer sur la preuve sociale qu'on a. Concrètement, nos chiffres et pour le coup, nos clients, tout ça, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc, on n'est plus dans cette stratégie de bluff. Et du coup, avant de passer plus en détail sur la stratégie et les méthodes commerciales de Certifia, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à un commercial qui débute? Beaucoup d'écoute. Mais si je devais être hyper concret sur l'écoute, inspirez-vous des meilleurs, inspirez-vous des gens qui vous ressemblent. Concrètement, tu es commercial, tu rejoins une entreprise, passe du temps à écouter tes collaborateurs, comment ils vendent, tes N+1, ceux qui te donnent des conseils. Écoute pourquoi ils te donnent ces conseils-là. Souvent, quelques mots
sont d'une valeur gigantesque. Exemple, on parlait de personnalisation. On a mentionné que quelques mots. Pour moi, c'est le cœur d'une vente, la capacité à personnaliser. Ok, les mini-tips, être à l'écoute de ces mini-tips. Pour moi, un bon sales, au début, il est vraiment à l'écoute. Des conseils, il observe ses collaborateurs et surtout, il s'inspire des meilleurs. S'inspirer des meilleurs, concrètement, c'est aller s'inspirer des meilleures techniques. Aujourd'hui, dans l'écosystème français de vente, on a des énormes cracks. Pour parler d'Iconoclast tout à l'heure, voilà, on a des grandes figures comme Enzo Colucci, de qui je pense que tout le monde pourrait s'inspirer. Et n'importe quel sales qui démarre peut s'inspirer de grandes figures de vente ou de bonnes techniques. Aujourd'hui, c'est trop facile d'avoir accès à de bons conseils. Souvent, c'est devant nos yeux. Donc. C'est rigolo que tu me parles d'Enzo Colucci, parce qu'on est en train de préparer la saison 3 forcément du podcast, et qu'on veut faire une saison exclusivement pour coach de vente. Et donc avec figure de proue Enzo, parce qu'il a son style, mais il sait de quoi il parle. Donc on a envie de l'inviter. Enzo, si tu nous écoutes, ton téléphone va sonner. Mais c'est pertinent, et en effet, d'être à l'écoute quand tu es commercial. Bon, déjà, ne serait-ce que dans n'importe quel métier, quand tu commences, juste écoute ceux qui le font bien, et ceux qui l'ont fait auparavant, et qui sont tes encadrants, ils sont là pour que tu réussisses. Enfin, c'est la logique des choses, ils sont pas là pour te faire chier. Mais encore plus sur l'écoute. Et écoutez aussi vos clients, parce qu'on en voit trop en formation, qui n'écoutent pas les clients, qui sont là, qui te posent 3-4 questions parce qu'on leur a dit de poser des questions, mais qui n'écoutent ni les réponses, ni ce qui n'est pas dit, et qui s'en servent même pas après. Écoutez ce qu'on vous dit, parce que ça vous servira pour vendre, quoi, tout simplement. Eh bien écoute, merci pour cette première partie. Merci à toi. Je te propose qu'on shift sur la partie 2, où on va parler plus en détail de Certifia, de votre stratégie commerciale, des bonnes pratiques. Et voilà, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que fait la stratégie de Certifia pour trouver de nouveaux clients ? Je dirais que pour trouver de nouveaux clients, on a en effet une stratégie classique qui va ressembler à plein d'autres, qui va être OK, quelle verticale on peut adresser aujourd'hui ? Comment on va pouvoir renforcer notre machine de vente aujourd'hui ? Comment on peut enrichir davantage notre HubSpot, notre CRM ? Donc, toutes ces techniques qui sont semblables à d'autres boîtes. Aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de think outside the box, de chercher de nouvelles techniques. Et en fait, sur Certifia, on s'est vite rendu compte qu'il y a des marchés qui sont hyper pertinents pour nous, qui sont peut-être pas des no man's land, mais sur lesquels on est vraiment allé se démarquer. J'y viens. Concrètement, Certifia, on travaille sur toute la France. Et je mentionnais les régions. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, on travaille avec la métropole, on travaille en France métropolitaine, mais on travaille aussi en région. On est super présent, par exemple, dans les dom-toms. Pour ne mentionner que, on travaille beaucoup avec la Guadeloupe et avec la Réunion. On travaille aussi dans des pays francophones qui ne sont pas en France. Typiquement, on travaille beaucoup avec la Suisse. Et aujourd'hui, on est allé chercher en effet beaucoup de clients, et on travaille beaucoup en se démarquant de ces régions qui sont souvent très pas comment dire, j'allais dire comment on dit en français, mais qui sont très exploitées, qui sont très très concurrentielles finalement. Ouais. Et comment ça t'est venu d'aller chercher les dom-toms ou d'autres pays francophones ? Je dirais que ça s'est fait de base par pur opportunisme. Ouais. Et disons qu'une chose en entraînant une autre, en fait, on travaille par verticale métier. On a travaillé avec une verticale qui est la verticale du travel, du voyage, qui est une verticale dont les méthodes de travail sont assez poussiéreuses. Donc quand on arrive pour parler d'IA dans les métiers du voyage et du tourisme, en effet, on leur apporte plus que de l'innovation. On leur apporte vraiment quelque part une reconsidération de leur métier. Et avec la verticale travel, on a été amené à se déplacer physiquement à La Réunion une première fois. En allant à La Réunion, on a été reçu et on a travaillé avec des super acteurs comme le MEDEF. On a accompagné par exemple Havas, qui est leader sur son sujet de création, par exemple de création de visuels. Et typiquement, en travaillant à La Réunion, on s'est dit ok, on a peut-être un sujet sur à quel point on se fait remarquer ici. Et concrètement, c'est une stratégie qu'on peut parfaitement dupliquer pour peu qu'on a l'énergie, l'envie, les ressources pour se dire ok, on peut créer une filiale de la boîte ailleurs. Et pour ça, il faut juste avoir, comme je te disais, un peu les dents longues, l'envie et faire en sorte que nos idées aboutissent à de la réalisation. Et donc, si je comprends bien, tu as commencé par opportunisme à La Réunion. Ouais. Et tu t'es dit, ce que je fais à La Réunion, c'est top, on va le faire aussi en Guadeloupe, c'est ça ? Ça a commencé un petit peu comme ça. Entre-temps, il se trouve qu'on a travaillé en Belgique et en Suisse.
Donc, on s'est posé la question de la francophonie avant de se poser la question des régions à adresser. En effet, l'idée, c'est qu'on a prouvé que cette stratégie fonctionne. Et donc, l'idée sur 2025, c'est de poursuivre avec cette stratégie, d'aller bien plus loin d'ailleurs. D'ailleurs, la vision beaucoup plus long-termiste, c'est d'adresser d'autres régions francophones que la métropole et les dom-toms. Ok. Et concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu arrives, bon, je grossis le trait involontairement, mais tu te lèves un matin, tu te dis on va taper ce pays-là. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu connais pas ou peu de monde là-bas. Et il faut que tu arrives à démarcher des boîtes, qu'il faut que tu arrives à recréer ce climat de confiance. Quelle est la stratégie? Ouais. Alors en fait, je te challenge un petit peu parce que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ouais. Et je dois tout à mes cofondateurs, dont Hugo, qui est pour le coup le pilier de la vente chez nous. Et tu vas comprendre dans l'histoire pourquoi il est aussi important. C'est que, par exemple, on reprend l'exemple de La Réunion. On a été amené à se déplacer à La Réunion pour accompagner en effet des entreprises de la verticale du tourisme et du voyage pendant une semaine. Donc, par opportunisme, on était à La Réunion pour une semaine. Le sujet, c'est de dire concrètement, on est à La Réunion, il y a un marché qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on est capable de l'adresser? On y va dans 2 mois, 2 mois et demi, il faut close. Ok. Quelle entreprise on peut aller chercher à La Réunion en espérant les closer en moins de 2 mois concrètement, et l'idée c'était même en moins d'1 mois. La question, pourquoi je le mentionne, c'est que je la pose à Hugo chez nous. Et c'est Hugo qui est en effet responsable de toute notre machine de vente et qui va être capable de me répondre, ok, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux démarrer une prospection? Si oui, comment je le fais? À prendre en compte pour les dom-toms qu'il y a un sujet de fuseau horaire, de décalage horaire. Donc, on arrive tout de suite sur concrètement comment on travaille si on doit prospecter ces régions. Est-ce qu'il y a des registres de langue différents à employer? Est-ce qu'ils sont sensibles à d'autres sujets? Et l'idée, c'est d'aller comprendre comment percer ces marchés-là. Et en effet, disons qu'on a plus travaillé avec le challenge de se dire, OK, dans 2 mois, on va à La Réunion. L'ambition, c'est de s'intégrer sur ce marché. Comment on fait? Qui on va chercher? Et voilà. Et l'idée, c'était en effet de se faire remarquer par des gros acteurs. C'est pour ça que je mentionnais le MEDEF, qu'on a vite travaillé avec le MEDEF, que l'ambition, c'était tout de suite de faire un gros webinar pour tous les adhérents du MEDEF à La Réunion, et ainsi de suite. Et voilà comment ça s'est fait. Et c'est complètement Hugo qui a monté toute cette machine de vente. Et c'est grâce à ça qu'on y retourne. D'ailleurs, il y est actuellement pour 3 semaines. Il y est actuellement, en effet. Moi, je reviens de la Guadeloupe, du coup. Et Gary part aussi en déplacement pour une destination que pour l'instant, on garde secrète. Il faudra savoir quand ça sortira. Il nous le dira. Ok. Et alors, prenons l'exemple de La Réunion. Concrètement, sur ces 2 mois, combien vous arrivez à signer de boîtes? L'objectif, il est ultra simple à comprendre. On y est pour un nombre de jours fini. Nos programmes durent sur une journée. Concrètement, la thématique, c'est un jour, une boîte. Voilà. Donc, par exemple, Hugo est parti pour 3 semaines à La Réunion, 3 fois 5 jours de travail. Donc, on a accompagné 15 entreprises sur les 3 semaines où il y était. Voilà. Et du temps quand j'étais à la Guadeloupe, c'était pareil. Un jour, une entreprise. La technique qu'on a pour être aussi performant, c'est qu'on se déplace soit avec un formateur, soit avec plusieurs formateurs. On audite chaque entreprise en amont, c'est-à-dire que quand on intervient, on sait déjà à qui on s'adresse, on sait exactement sur quelle thématique ils sont. On travaille énormément en amont. Et concrètement, quand on est là, par exemple, sur une période de 3 semaines, 1 mois, en fait, tout est assez limpide et on déroule. Tout simplement, on sait exactement les sujets sur lesquels il va falloir faire monter en compétence chaque équipe en IA. Les programmes sont prêts, minutés. Et donc, tous les sujets de vente sont déjà traités. Et on a uniquement nos sujets de formation sur place, en présentiel. Ok. Et tu me disais du coup qu'il y avait un challenge quand tu commences à te diversifier, on va dire, sur est-ce qu'ils vont prendre aux mêmes arguments, est-ce qu'ils vont prendre au même wording, est-ce que ça va être les mêmes pain clients? Et alors avec le recul, est-ce que c'est le cas ou est-ce que tu as dû adapter des choses? Je dirais que il y a, pour les dom-toms, il y a aussi une grosse notion d'opportunité. Concrètement, je veux dire, le fait de dire concrètement, on est sur cette région pour une période donnée, avec tant de formateurs.
Enfin, l'idée, quand on se déplace, si je devais le dire autrement, quand on se déplace sur des dom-toms, c'est de dire, OK, concrètement, on est là pour accompagner des entreprises sur place, on est là pour telle période, avec tant de formateurs. Toutes nos interventions, en plus, sont prises en charge avec le titre de Calliope. Donc, en effet, l'idée, c'est de travailler sur une proposition de valeur qui est super forte. L'idée, c'est de dire, concrètement, je suis là pour peu de temps, pour une entreprise, entre guillemets, saisis ta chance. Et donc, en effet, le wording n'est pas le même. La prospection en elle-même n'est pas la même. On est beaucoup plus bullish, je pense, sur une prospection en région qu'on pourrait le faire en métropole, dans laquelle on va prendre souvent plus de temps, ou en tout cas, on va être beaucoup moins pressant pour closer une entreprise. Alors qu'à La Réunion, du coup, encore une fois, c'est assez lié avec la stratégie quand on se dit concrètement, on a 2 mois pour closer 15 boîtes. Comment on fait? Mais le côté un peu plus agressif, est-ce qu'il vient du fait que tu n'as rien ou moins à perdre en région, ou est-ce qu'il vient du fait que tu es juste, entre guillemets, pressé par le challenge que tu t'es donné? Je pense que c'est un peu des deux. Ouais, c'est un peu des deux. Parce que je dirais que le fait d'être pressé par le challenge, indirectement influence notre façon de communiquer. On est plus bullish, on veut aller plus vite. Donc je pense qu'en effet, on a adapté nos discours en fonction. Et c'est des discours qu'on n'aurait pas forcément sur d'autres régions. Du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est dès lors que tu as un lead froid, ou plus ou moins chaud, jusqu'à la journée de formation et que le moment où ton client la termine et qu'il en est content, c'est quoi les différentes étapes de tout son parcours client? Ok. De passage de prospect à client et à client satisfait et formé à l'intelligence artificielle, concrètement, on a différentes étapes. Chaque étape est hyper clé. La première, donc sur le premier rendez-vous, c'est le moment où on va comprendre l'entreprise et l'entreprise va nous comprendre. Ça, c'est toi qui le fais en général, c'est ça? En général, c'est moi ou Hugo. Hugo a toujours la main sur tout le pipe. C'est lui qui connaît parfaitement tous nos clients. Concrètement, sur ce premier rendez-vous, on se présente, on comprend l'entreprise et on comprend surtout pourquoi elle veut se former à l'IA. Dans un second temps, on va planifier notre intervention. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le rôle de Gary, le troisième associé, c'est la responsabilité du Calliope. Concrètement, c'est de comprendre si notre intervention est possiblement prise en charge pour l'entreprise. À ce moment-là, du coup, on comprend que la proposition de valeur est hyper forte. On explique à un client, enfin un prospect encore, qu'on va intervenir chez lui pour former ses collaborateurs à l'IA, les faire monter en compétences, avoir une incidence hyper forte sur son business et sur sa productivité, et que tout ça sera pris en charge. Et ça, en fait, c'est le savoir-faire de Gary. Et toute la responsabilité d'organisme de formation repose sur ses épaules. Là, on est à la deuxième étape. Une fois que du coup, on a converti ce prospect en client, l'idée, c'est en effet de comment on rend ce client en client ultra satisfait. Un chiffre, aujourd'hui, on a 98% de satisfaction sur quasiment 200 entreprises formées. Comment on fait? Avant d'intervenir, donc à J-30, un mois avant notre intervention, on audite chaque entreprise qu'on va accompagner. L'idée, c'est de comprendre absolument tout. Son infrastructure IT, le nombre de collaborateurs, comment ils bossent ensemble, quelle maturité ils ont sur les sujets IA, quel stack d'outils ils ont, comment ils travaillent. On a un audit qui nous permet de comprendre tout ça. À partir de ça, on va échanger avec nos formateurs. Concrètement, nos formateurs vont concevoir un programme en IA conçu par équipe et par vertical métier. En gros, on ne forme pas une équipe marketing comme on formerait une équipe RH. Et ça, nos formateurs le savent. Ils ont une expertise par vertical métier et donc ils conçoivent des programmes adaptés aux équipes et à leurs outils et à la vertical métier. Sauf que ce programme, on ne le garde pas pour nous caché. L'idée, c'est de s'assurer sur un autre rendez-vous que ce programme répond concrètement aux attentes des responsables d'équipe. Ça, on le fait une semaine avant l'intervention. L'idée, c'est d'avoir les feux verts et d'informer le client minute par minute de ce qui va se passer chez lui pendant nos interventions, sans surprise. Concrètement, on a 2 promesses sur ces interventions, en général, qui sont apprendre à ses équipes un nouveau langage, comment on parle à une IA, et 2, comment on crée un assistant virtuel et comment on apprend à travailler avec de l'IA. C'est nos 2 premières sur la journée. Et on ne déroge jamais à ces promesses. Et je pense que ça fait aussi notre force. Concrètement, la session a toujours lieu en présentiel. Donc nos formateurs interviennent sur site avec les équipes, passent du temps avec les équipes pour les former, en s'assurant de répondre à ces 2 promesses-là. Une fois que la formation a été réalisée,
sur un ou plusieurs jours. Une semaine après, donc à J+7, l'équipe reçoit la bibliothèque de certificats. C'est tout un module de formation qui est intégré complètement dans la formation qu'on délivre, sur lequel l'entreprise retrouve tout le contenu de présentation, les meilleurs outils, les meilleurs IA, les meilleurs GPT pour leur équipe. Quand on a un sujet de délivrer des prompts, en effet, on conçoit des prompts prêts pour leur équipe. L'idée, c'est d'avoir un peu le point de repère pour cette équipe post-formation. L'idée qu'on a, c'est de faire en sorte que chaque équipe soit autonome après nos interventions. Donc ça, c'est à J+7. Et à J+30 vient le grand jour. À J+30, on se revoit. Parce qu'à J+30, on va reparler avec les responsables d'équipe et on va redire, OK, concrètement, il y a 30 jours, vous travaillez avec telle méthode. On va reprendre l'audit en réalité, on va dire, OK, concrètement, sur telle tâche, vous passiez tant de temps, vous étiez tant de personnes à travailler dessus et voici quel niveau de résultat vous obteniez avec tout ça. Aujourd'hui, comment vous faites? Et donc, à ce moment-là, ce moment de débrief, c'est un moment où on fait le avant-après certificat. On se rend compte que les mêmes responsables d'équipe vont nous dire « Ok, concrètement, aujourd'hui, on prend 10 fois moins de temps, on est 10 fois moins sur la même tâche et on a gagné tant en qualité de travail. » Magnifique. Passons à la tâche d'après. Et on fait ça sur tout l'audit et on se rend compte non seulement qu'on a tenu notre promesse, mais surtout que l'impact, et c'est tout le sujet, l'impact qu'on a eu sur la formation est assez concret et assez mesurable. Je trouve ça fascinant, moi, tu vois, avec un peu de regard extérieur, de voir à quel point il y a un process qui est drastique quand même. Entre le moment où, alors c'est pas que tu as signé ou pas signé, mais dès lors que tu vas lui dérouler ton programme, c'est bien engagé. Mais non, tu as quand même un process qui est drastique jusqu'à 30 jours après la livraison du produit ou de la formation. Et moi, je trouve ça fascinant parce qu'on a tellement d'entreprises qu'on voit, ou alors qui sont des fournisseurs ou des parties prenantes de nos boîtes, qui sont juste intéressés à te vendre un truc. Une fois que tu as signé, limite que tu as fait la compte, bon, en gros, elles en ont plus rien à faire. Je trouve ça hyper intéressant que vous ayez autant dans le détail et que vous délivriez autant de qualité sur vos formations. Si je peux te... Bon, on est sur un podcast de vente. Ouais. Je peux pour rester axé sur de la vente. Plus belle la vente même. Plus belle la vente. Concrètement, au début de ce podcast, tu me posais la question sur mes techniques et concrètement, qu'est-ce que je pense être pertinent pour vendre. Je t'ai répondu, comprendre son client et personnaliser l'offre qu'on lui fait. En réalité, quand je te dis que post-intervention, on échange avec l'entreprise à J+30 pour comprendre si notre intervention était pertinente, je suis encore dans la compréhension de mon client. Est-ce que j'ai compris son besoin? Est-ce que j'y ai répondu? Et l'idée, c'est que si tu espères upsell ce client-là, tu es obligé de le comprendre et de personnaliser l'offre que tu veux vers derrière. En effet, il y a toute une logique business derrière et qui est assez alignée avec ce qu'on disait au début de l'enregistrement du podcast. Ouais, puis surtout que ce que négligent beaucoup de boîtes, c'est que si tu veux, alors l'upsell c'est bien, mais ne serait-ce que le satisfaire, il faut juste travailler correctement. Complètement. Et complètement, tu as 100 fois raison. Et j'ai complètement occulté ça alors que c'est essentiel. Je te disais qu'on a la chance d'avoir quand même un certain niveau d'inbound. En fait, ce niveau d'inbound, c'est du bouche à oreille, du réseau. Et ce bouche à oreille se fait par le niveau de satisfaction qu'on a sur nos interventions. Donc concrètement, le rendez-vous à J+30, c'est un rendez-vous immanquable pour tout le monde, pour l'entreprise, pour nous, pour tout le monde. Et c'est un rendez-vous qui, en effet, dont on récolte les fruits. Ne serait-ce que la satisfaction de nos clients, c'est hyper important. Ne serait-ce que cette semaine, je ne sais pas si je peux faire une dédicace, mais à Monsieur Lablé, Richard Lablé, qui dirige Passy Saint-Honoré, le lycée école supérieure, on a eu plusieurs sessions de formation. Actuellement, on est à la 4e ou 5e session de formation pour le comité de direction de Passy Saint-Honoré, l'école supérieure. C'est trop important pour moi de comprendre à quel point ils ont les mains dedans. Donc c'est pas un formateur, c'est moi personnellement qui me rend à Passy Saint-Honoré pour voir Monsieur Lablé, pour m'assurer qu'il a vraiment les mains sur chat et m'assurer que en fait la formation n'est pas restée en suspens. Et ça c'est mon horreur de me dire que la formation reste en suspens et qu'il n'y a pas eu d'action derrière. Aujourd'hui, si on a 98% de niveau de satisfaction, c'est parce qu'après nos interventions, on s'assure qu'il y a vraiment eu de l'impact. Mais on s'assure vraiment. On y va physiquement. Si ce n'est pas un call, on y va en présentiel. Voilà. C'est encore plus louable de votre part de le faire. C'est pour la petite story qui date de cette semaine. Dédicace, on est comme chez Planet Rap sur Skyrock.
Ok, alors merci beaucoup pour toutes ces réponses, Léo. Ça en est fini de la théorie, mais tu nous connais maintenant, on n'est pas que sur la théorie. Il y a une petite partie de pratique. Et on a proposé de nous vendre un produit atypique. Donc on va te challenger, c'est toi qui vas vendre ce produit. Bon, concrètement, tu vas me le vendre à moi. Et donc aujourd'hui, on t'a sélectionné le magnifique dentifrice Choupa Choups vanille chocolat. Donc voilà. Incroyable. Qui me semble être d'ailleurs sur un format réutilisable, qu'on peut parfaitement, il me semble, recharger. Et il me semble un goût choco-vanille qui change bien des parfums qu'on peut connaître qui vont être assez mentholés et dont la texture, si je puis me permettre, est bien plus agréable qu'un dentifrice classique. D'où ma question, n'en as-tu pas marre de ton dentifrice Colgate, si je peux le citer, ou autre? N'en as-tu pas marre du dentifrice classique, alors que celui-ci, non seulement il est beau, il est réutilisable, il est bon, il est à la choco-vanille. Ma question elle est très simple. Est-ce que tu ne serais pas preneur d'un échange, de changer ton quotidien de ton dentifrice classique, juste pour une autre version, une fois, peut-être plus sexy, une seule On fois? va pas essayer. Est-ce que tu serais preneur d'un essai? On peut essayer. Parce que avec plaisir pour essayer même ensemble ce fantastique Choupa Choup goût choco-vanille. On va se brosser les dents ensemble. Bravo, on applaudit Léo. Je te remercie d'être venu nous voir. Merci à toi. Bon, bah merci beaucoup pour votre attention. On remercie Léo d'être venu nous voir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle la vente. Bonne soirée, à bientôt. Bye.